Bonjour à tous, merci d'être présents à ce webinaire qui est organisé par la section Crémant de Loire dans le cadre du projet ATEC, donc accompagnement technique en Crémant de Loire. Quelques petits mots sur ce projet, un projet qui a débuté depuis maintenant 3 ans et qui arrive dans sa dernière année. Ce projet a été mis en place pour accompagner techniquement la dynamique du Crémant de Loire. Comme vous pouvez le voir sur cette diapo, où on voit que la production a doublé en 10 ans. Ce projet se décline en plusieurs actions. Donc, il y a des ateliers formation, une série de 5 ateliers sur l'ensemble du process du Crémant de Loire, objectif de cuvée, vendange, vinification, assemblage, tirage et dégorgement. On organise également des ateliers dégustation en partenariat avec les prestataires de prise de mousse, où on travaille sur les vins de base et sur le dégorgement. Également des conseils personnalisés qui sont proposés aux domaines qui le souhaitent, donc soit sur les installations de pressurage, où là il s'agit de voir comment on peut réfléchir à l'installation de pressurage pour que celle-ci réponde au mieux aux objectifs du cahier des charges et aux objectifs qualité en Crémant de Loire. Et des conseils personnalisés, donc plus globaux, là si on a des problématiques qui sont plus transversales, avec un audit global de tout le process. Donc ces conseils personnalisés sont vraiment sur la base du volontariat et ils sont avec une participation financière du domaine concerné. Et enfin, le projet ATEC a également mis en place des conseils collectifs spécifiques pour les vendanges. Il s'agit d'abord d'un webinaire, donc celui auquel vous assistez, où l'objectif est d'émettre les derniers conseils avant ces vendanges. Et enfin, de diffuser des programmes de pressurage type pour permettre aux vignerons d'avoir déjà des programmes préadaptés sur les principaux cépages du Crémant de Loire. Et une dernière action où on travaille également sur de la sensibilisation et de l'appui technique sur le process du Crémant de Loire. On propose de mutualiser de la commande de pH mètre et on a également édité un livret qui reprend l'esprit du Crémant de Loire avec les différents points clés des vendanges jusqu'au pressoir. Donc voilà en ce qui concerne le programme d'accompagnement technique. Et donc tout ça, on le met en œuvre avec Nicolas Secondé, que la section Crémant de Loire a recruté donc depuis 3 ans maintenant. Et s'il n'y a pas de questions, je vais lui laisser la parole pour ce webinaire. Ces derniers conseils avant vendange. Nicolas, si c'est bon, oui. Je te laisse la main là-dessus. Merci, bonjour à tous. Moi j'ai une petite avance sur vous, c'est que j'ai commencé les vendanges il y a déjà 10 jours en Italie, donc ce qui fait que je vais pouvoir vous partager un petit peu mon expérience italienne et vous donner un petit peu les tendances de l'année. Donc là, je vous parle en fait depuis un de mes clients en Italie. Depuis maintenant, ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble. C'est la cantina Romagnoli à Piacenza. Donc, si vous regardez une carte italienne, c'est pas marqué Piacenza, c'est marqué Plaisance. En tout cas, c'est dans la zone un petit peu dans la zone milieu du nord de l'Italie, voilà. Et donc c'est une zone qui est pas forcément connue pour ses effervescents, en tout cas qui est vraiment intéressante par rapport à son sous-sol et par rapport à son exposition. Et donc là, je suis donc avec l'œnologue Matteo, qui commence à comprendre un peu le français à force qu'on se voit et donc voilà qui va pouvoir me reprendre si jamais je raconte des bêtises. Voilà, donc ça c'est pour la petite introduction. Globalement, qu'est-ce qu'on voit sur l'ensemble du nord de l'Italie, mais aussi en fait de la France.
du nord de la France aussi du sud d'ailleurs, c'est qu'on a eu une floraison un petit peu biphasique, un peu chez tout le monde. C'est-à-dire qu'on a eu une floraison qui s'est démarrée, plus ou moins qui a eu tendance à s'arrêter à moitié et ensuite qui a redémarré. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vu très facilement en Italie, c'est quelque chose que j'ai vu en Alsace, au Luxembourg, en Champagne, à Limoux et avec quelques-uns, on en a parlé aussi dans le Val-de-Loire. Donc c'est quelque chose qui est relativement commun pour l'année. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, et ça c'est pour l'observation de ce qu'on a pu voir au mois de juin, quoi. Et je vous ai dit toute l'importance pendant les séminaires de ce qu'on pouvait voir au mois de juin pour préparer les vendanges. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose qu'on a vu de partout, également, c'est une pression par rapport aux maladies, grosso modo, aux maladies, que ce soit mildiou ou que ce soit oïdium, une pression relativement forte. Pourquoi? Parce que après floraison, on a tous eu, au nord comme au sud, une zone plus ou moins humide. Donc on pleurait du manque d'eau pendant la période hivernale et en fait ça s'est un peu rattrapé courant juin, donc avec des températures pas forcément élevées mais une grosse humidité qui ont favorisé soit le développement du mildiou, soit par après le développement de l'oïdium. Donc bien sûr on a tous fait le boulot, on a tous été traités plutôt 2 fois qu'une pour éviter d'être dépassés par ces champignons, ces attaques fongiques. Pour autant, les pellicules de nos raisins s'en souviennent. Et ça, c'est quelque chose qui est très clair. Ce que j'ai pu constater, c'est que on a des pellicules qui ont tendance à être relativement dures, liées aux différents traitements, notamment cuivreux si on en a fait. Et donc des pellicules qui sont à la fois épaisses, mais aussi qui ont été fragilisées par l'ensemble des attaques fongiques auxquelles elles ont résisté peu ou prou. Ce qui fait que aujourd'hui, sous le pressoir, et on en parlera un peu plus tout à l'heure, sous le pressoir, on a des libérations de polyphénol qui sont relativement importantes. Voilà, donc la situation aujourd'hui sur le vignoble italien, pour vous en parler, pour parler des choses précises, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on a des jus d'égouttage. Lorsqu'on charge le pressoir, on a des jus d'égouttage qui sont diversement abondants en fonction du niveau de nutrition hydrique que les vignes ont reçu. Donc, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver dans une même parcelle avec des vignes qui sont gorgées de jus, des grappes qui sont gorgées de jus, et d'autres grappes qui, elles, manquent un peu de jus. Donc, on va se retrouver dans les parcelles avec des grappes qui vont être très généreuses et d'autres beaucoup moins. Et ce qui fait qu'au niveau des jus d'égouttage, c'est assez difficile de donner des règles parce que quelquefois, il va être relativement abondant ou d'autres très peu. En revanche, la chose qui est commune à chaque fois, c'est qu'on va avoir des libérations de métaux, enfin de cuivre, globalement importantes. Alors, je n'ai pas eu l'occasion malheureusement de faire des recherches de produits phyto pour ceux qui sont conventionnels et qui n'utilisent pas de cuivre, mais plutôt des produits conventionnels. Malgré tout, j'attire votre attention sur le fait que ces premiers jus sont vraiment très chargés en cuivre. Par contre, en cuivre, j'ai fait des mesures. On va de 15 mg à 40 mg pour ceux qui ont cuivré. Même ceux qui ont cuivré début juillet, on retrouve encore 15 mg de cuivre aujourd'hui dans les premiers jus. Donc moi, je vous encourage vraiment, sur ces premiers jus, à les mettre de côté. Deuxième chose,
c'est que ces jus ont un niveau d'oxydabilité relativement important. Et ça se voit à chaque fois qu'on utilise une sauterelle, on a une augmentation de cette oxydabilité par libération de beaucoup de polyphénols. Donc, encore une fois, chargez vos pressoirs plutôt directement, plutôt que de passer par une sauterelle sur un tapis. Et surtout, respectez bien les taux de chargement de vos pressoirs, parce que on va le payer cash par la suite, dans la mesure où à chaque fois que vous allez faire un tour ou 2 tours de pressoir pour tasser vos raisins, derrière, on va avoir une influence directe sur le pH, et c'est quelque chose qu'on paye vraiment cash, c'est-à-dire que j'ai fait l'expérience dans le Piémont, dans une cave qui avait chargé son pressoir un peu démesurément, c'est-à-dire un 80 hectos qui avait mis 5800 kg dedans. Sur la même parcelle, enfin les raisins étaient issus de la même parcelle. On a fait ça le premier pressoir, on avait passé sur les cuvées, on était à 3,15, 3,17 de pH sur la fin de la cuvée. Le pressoir d'après, on a bien mis 4000 kg comme ça doit être fait, et on s'est retrouvé à 3,02 et 3,05 de pH. Donc on a en gros un delta de 0,15, 0,13 de pH, simplement parce qu'on a mal chargé. Donc faites très attention à ça, parce que on le paye vraiment cash cette année. L'autre point sur les cuvées, c'est que on va avoir 2 points, vu qu'on a 2 points de floraison, on va avoir 2 points d'éclatement de baies. Donc ces points d'éclatement de baies, pour le moment, je les ai contrôlés autour de 300 millibars, 325 millibars sur les chardonnays, autour de 250 à 275 millibars sur les pinots noirs. Donc je m'attends à quelque chose d'assez similaire chez vous, en sachant que avant d'arriver chez vous la semaine prochaine, enfin fin de la semaine, je serai à Limoux, donc ça va me permettre de valider ces données-là. Donc ce qui fait qu'au niveau des programmes de pressurage, va falloir prendre le temps de laisser bien écouler les pressoirs autour de 200, on va dire entre 250 et 350 millibars. Et il faudra aussi prendre le temps de les laisser couler entre 600 et 700 millibars. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver ensemble dans les programmes sans doute dans les programmes que je vais vous proposer la semaine prochaine, c'est d'avoir des paliers relativement longs au niveau de ces pressions-là pour laisser vraiment le temps au pressoir de s'écouler. L'autre point aussi important, c'est que je vous ai dit que les pellicules étaient relativement épaisses. Elles sont épaisses et on a encore des pectines, on a pas mal de pectines neutres a priori cette année, ce qui fait que même au niveau des doses d'enzymes par rapport à l'an dernier, on a tendance à monter les doses d'enzymes pour avoir une efficacité en 8 à 12 heures satisfaisante. Donc l'idée c'est quoi? C'est vraiment de passer du temps sur la première serre pour vider les raisins au maximum de leur jus, de façon à ce que on fasse macérer les jus le moins longtemps possible dans les pellicules, que ces jus se chargent le moins possible, à la fois en pectine, mais aussi en polyphénol. Donc là-dessus, va falloir être assez patient. L'an dernier, je sais que dans les programmes que je vous ai envoyés, beaucoup m'ont dit qu'ils étaient longs. Cette année, ils ne sont pas plus courts. Et si on veut avoir les taux d'extraction attendus, il faudra avoir la patience de perdre du temps, ou en tout cas d'avoir l'impression de perdre du temps sur les 2 premières serres pour vraiment sécher le marc en fin de course. Sinon, si on va trop vite, on va se retrouver avec, et c'est ce qu'on a, une libération de polyphénol très importante. Alors sur les chardonnays,
on ne va pas le voir beaucoup. Sur les chenins, on ne va peut-être pas le voir visuellement. Par contre, sur le pinot noir, ou sur les grelots, ou sur les cabernets francs, vous allez le voir et le payer cash. C'est-à-dire qu'après, derrière, on va clairement avoir des couleurs qui vont être très, très importantes. Alors, en Italie, à Piacenza, là où je suis, en fait, on a la Barbera qui est un petit peu leur cabernet franc à eux. Donc c'est un cépage noir qui a tendance à colorer pas mal quand il est coloré. Donc c'est quelque chose qu'on connaît bien, cette patience pour extraire le jus blanc avant de monter dans les pressions, et où là finalement on va avoir tout le jus coloré. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on apprenne nous aussi, c'est de patienter, d'accepter de perdre un peu de temps visuellement, en tout cas sur le plan, le plan de pressurage, pour pouvoir avoir du jus, optimiser l'extraction à basse pression et finir à haute pression, mais sur des volumes beaucoup plus limités. Donc ça, c'est vraiment la tendance qu'on a globalement, et ce qui fait que, très honnêtement, moi, a priori, j'attendais pas autant de polyphénol que ça, mais aujourd'hui, force est de constater qu'on a des vins, enfin des jus qu'il faut fractionner, qu'il faut bien traiter, et qui ont une tendance à l'oxydation relativement importante. Je m'explique. Si vous voulez limiter les doses de SO2, systématiquement, vous allez aller sur un brunissement, sur une oxydation relativement importante. Alors, si vous couplez à ça des températures de récolte importantes, je vous laisse imaginer que il y a des polyphénols oxydables qui combinent fortement le SO2. Les jus sont chauds, donc très vite, on va sur des casses oxydasiques. Donc, voilà. Donc sur les cuvées, si on veut rester sur des choses plutôt sur la fraîcheur, moi je vous engage vraiment à sulfiter, comme je vous ai expliqué en séminaire, en goutte à goutte sous le pressoir. En revanche, pour les QVB, pour les troisième serres, la question elle se pose, savoir si on sulfite tout de suite ou si on fait du sulfitage différé. Ça va dépendre des cépages. On en parlait avec Amandine encore cet après-midi. Donc, la tendance est à développer pas mal de créments à base de grelots ou de cabernet franc. En fonction de la couleur extraite, va falloir se poser la question de savoir si on fait de la vinification en réduction avec utilisation de charbon, ou bien si on fait une vinification avec oxydation partielle avant débourbage, pour tomber naturellement tout ou partie des anthocyanes. Alors après, on peut aussi parler de hyperoxygénation. Si on maîtrise bien notre extraction, on n'est pas obligé d'aller jusque-là. Maintenant, on peut aussi, voilà, comme je disais, faire du sulfitage différé, simplement pas mettre du SO2 tout de suite sous le pressoir. En revanche, le décaler à la fin de l'extraction, ou bien à la fin, éventuellement même à la fin de la journée pour ceux qui vont presser toute la journée. Voilà. Ça, aujourd'hui, ce sont les pistes que j'ai pas mal utilisées jusqu'à maintenant, qui fonctionnent plutôt bien, en sachant qu'on a des couleurs extraites qui sont relativement stables. Donc, quand on doit charbonner parce qu'il faut charbonner, il ne faut pas avoir peur de mettre, par rapport à notre référentiel, à mon référentiel en tout cas, lorsque l'année dernière j'avais l'habitude de mettre 50 grammes hecto, de charbon, j'ai plutôt tendance à mettre 70 cette année, pour avoir la même efficacité. C'est juste pour vous donner un peu un ordre d'idée. Après, sur la question du traitement des polyphénols, faut reprendre un petit peu tout ce qu'on a dit. N'hésitez pas à retourner un petit peu
sur tout ce qu'on a dit au moment des séminaires. Encore une fois, chaque fois que je vous ai parlé des produits, je vous en ai parlé de façon unitaire, le plus détaillé possible pour vous dire, voilà, tel produit a une efficacité à tel point, à tel moment de la bouche, etc. Donc, n'hésitez pas à retourner là-dessus pour vous réimprégner de ça, pour bien travailler vos milieux et vos fins de bouche. C'est vraiment, c'est là où le schéma va se gagner cette année, c'est de bien travailler sur votre milieu, 2/3 et fin de bouche, pour éviter d'avoir des amertumes résiduelles après collage et après débourbage. Ça, c'est le point, je pense, j'ai été assez exhaustif sur cette partie-là. Maintenant, si quelqu'un, l'un ou l'autre, a des questions, je suis prêt à y répondre hein, sur ce volet, on va dire traitement, enfin, à la fois pressurage et puis traitement des polyphénols. Donc après, l'autre point qu'il faut travailler aussi cette année, et ça c'est la très belle surprise de l'année, c'est la structure acide. On a une très belle structure acide. C'est quelque chose qui est vraiment très intéressant, très 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 intéressant. On a des rapports tartriques maliques très intéressants. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, en Italie, aujourd'hui, on rentre des jus avec 3 grammes et demi d'acide malique et 7 grammes d'acide tartrique. C'est quelque chose de fantastique. On a un rapport de 1 pour 2. On peut s'attendre à des vins bien structurés, bien équilibrés et avec une belle fraîcheur de bouche. Et sur les premières fermentations là, que j'ai dégustées ce matin en Franciacorta, on est vraiment sur des très belles maturités acides et c'est quelque chose de très intéressant. Au-delà de ça, il faut qu'on parle des pH. Et donc, les cuvées, comme je vous disais tout à l'heure, quand on est sur un chargement bien fait, quand on est sur une belle maîtrise du pressoir, du cycle de pressurage, on a très peu de potassium qui va sortir tout de suite et on a des pH qui sont autour de 3,05, 3,10 grand max. Y compris sur Pinot Noir. Donc, c'est quelque chose de très, très encourageant, aussi pour vous, mais aussi pour vos Cabernets et vos Grelots. L'autre point, qui est là peut-être un petit peu plus négatif, c'est qu'on va avoir un pH qui va avoir tendance à monter relativement vite. Donc, les QVB, les troisièmes serres, on va gagner 0,10 de pH, donc ça, c'est encore tout à fait jouable. Par contre, sur les tailles, on va finir, si on va au bout de l'extraction, au bout des 65-66%, des 150 kg pour un hecto, on va se retrouver avec des pH qui vont monter facilement à 3,35, 3,40, voilà. Bien qu'ayant quand même des acidités correctes. Donc, ce qui veut dire qu'on a des potassiums en excès et donc on va avoir nécessairement des pertes pendant la fermentation alcoolique, des chutes d'acide tartrique. Donc là-dessus, je vous encourage vraiment à être vigilant, à faire des analyses, faites des analyses, consultez vos labos, vos zones de conseil, faites des analyses pour déjà en début de fermentation alcoolique, ou voilà, juste à l'ensemencement, pour aller ajouter de l'acide tartrique à ce moment-là, de façon à pouvoir conserver vos beaux équilibres tartriques-maliques, hein, pour ne pas aller vers, en fin de fermentation alcoolique, un déséquilibre ou bien avoir autant de d'acide tartrique que d'acide malique. Voilà. Donc, faites vraiment, mettez un focus là-dessus. L'année, pour moi, elle est vraiment très, très intéressante. Les premiers arômes qu'on a, ils sont super. Les
la structure acide, la structure polyphénolique, pour peu qu'on ait bien fractionné, qu'on ait bien traité, ça donne des super vins, beaucoup plus équilibrés que ceux de l'an dernier, avec beaucoup plus de fraîcheur aromatique, beaucoup plus de tenue de bouche. C'est vraiment super intéressant. Voilà par rapport à ça. Donc pour les fermentations, pour le moment, je ne peux pas vous en parler beaucoup parce qu'il n'y en a quand même pas beaucoup qui sont lancés. Tout ce que je peux vous dire, c'est que globalement, autant l'an dernier, on avait des azotes assimilables qui étaient très faibles et des tendances à la réduction qui arrivaient très très vite. Cette année, on est plutôt, on ne va pas dire riche, mais en tout cas, ça se passe plutôt pas mal. Donc pour l'instant, j'ai pas de gros problèmes de réduction. Les vins ont tendance à bien fermenter et pas de déviation notable, à part sur une cuve, mais c'est une cuve qui avait été mal débourbée, donc quelque part c'est à peu près normal. Donc voilà. Donc par rapport à la fermentation, j'ai tendance à dire pas grand-chose à vous dire de plus par rapport à ça. En tout cas, rien d'alarmant ou rien de compliqué. L'autre point sur lequel je veux vous tirer votre attention, c'est à la cinétique de maturation. On est tous sous un dôme de chaleur. Je pense que ça n'a échappé à personne. Cette semaine, attendez-vous à des maturations de l'ordre de 5 grammes par litre et par jour de sucre accumulé. 5 grammes par litre et par jour, ça veut dire qu'on est sur 1,7 degré semaine, plus ou moins. Je parlais ce matin avec vos collègues de Limoux qui ont retardé leur départ à aujourd'hui, leur départ en vendange à aujourd'hui, et qui me disaient tous les trois ce matin, puisque j'ai eu tous les trois les uns après les autres, voilà Nicolas, si on avait su, on aurait commencé jeudi ou vendredi. Parce que en fait, ils ont fait leur dernier prélèvement la semaine dernière, lundi. Ils ont dit OK, c'est bon. Et en fait, les premiers jus qui sortent sont en gros 1,5 degré plus élevés que ce à quoi ils s'attendaient. Ce qui veut dire que forcément, ils vont commencer un poil à la bourre. Et donc, comme je vous ai déjà dit, hein, et vous savez tous, on ne rattrape jamais le temps perdu. Donc, le problème, c'est qu'on va courir un petit peu après les maturations. Donc, en termes de... alors, à Limoux, c'est un petit peu comme vous, hein, il y a une diversité de cépages importante. Donc Chardonnay, donc ils commencent là par les pinots noirs, ensuite ils vont faire les chardonnays. Habituellement, ils arrêtent 2-3 jours pour faire les chenins. Cette année, ils ne vont pas arrêter, ils vont enfiler les chenins juste derrière parce que les chenins sont en train de prendre aussi pas mal, sont en train de monter assez fortement en degrés. Donc l'idée, pour vous, c'est aussi de bien suivre la maturation. Et également de ne pas aller trop loin. Donc, si par rapport à vos cabernets et par rapport à vos grelots, par exemple, n'attendez pas d'être à 11,5 pour les couper. Anticipez un petit peu les choses. Ce sera beaucoup plus facile à gérer en termes de fractionnement. Ce sera plus facile à gérer en termes de couleur. Ce sera plus facile à gérer en termes d'acidité. Donc, n'hésitez pas à anticiper un peu. Hein, alors c'est peut-être un peu tard pour vous dire ça, mais en tout cas, voilà, les choses sont assez claires. Il fait à la fois chaud, il fait très clair, il y a un très gros produit héliothermique et les vignes profitent un maximum de à la fois la lumière, à la fois la chaleur. Donc en ce moment, c'est des usines à sucre les usines à sucre marchent à plein. Donc ne vous laissez pas dépasser
par la maturité, parce que de toute façon, ce sera très difficile à gérer, plus difficile à gérer par la suite. Voilà, pour moi, c'est les points essentiels, ce sont ceux-là. Maintenant, n'hésitez pas à me poser des questions. Il y a peut-être des choses sur lesquelles vous voulez que je fasse un focus en particulier. N'hésitez pas à me poser des questions là-dessus. Nicolas, il y avait une question de Liv Vincento sur quel conseil pour la macération pour les créments de Loire rosés? Est-ce que tu... Donc la macération, elle sera relativement courte parce que, comme je disais tout à l'heure, on va avoir une grosse... les polyphénols sont relativement disponibles. Par contre, la problématique cette année, c'est l'oxydabilité importante que l'on a. Et donc, cette oxydabilité, il faut pouvoir la gérer. Donc, moi, j'ai conseillé, pas plus tard qu'il y a 2 heures, à des vignerons de taniser un petit peu tout de suite, de façon à faire des ponts tannin-anthocyanes tout de suite pour profiter de l'oxydabilité importante des jus et pour stabiliser la couleur tout de suite. De ne pas attendre trop longtemps. L'idée, c'est vraiment de pouvoir bloquer les anthocyanes rapidement, de la stabiliser pour conserver le côté rosé, franc, et pas aller sur des anthocyanes ou des polyphénols partiellement oxydés qui apportent du jaune et qui emmènent notre rosé vers des teintes brunes plutôt que rosées. Voilà. Par contre, au niveau du tannisage, c'est 2 grammes, 3 grammes hecto. Quoi. Je veux dire, c'est surtout pas des 10 ou 15 grammes hecto. Hein. L'idée, c'est vraiment d'y aller tout doucement, simplement pour utiliser ce caractère, on va dire, antioxydant des tanins, stabiliser la couleur, fixer les anthocyanes, les protéger et sans apporter de dureté ou d'astringence à nos vins. Est-ce que c'est clair, Liv? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors Jean-François Liégeois, je ne sais pas si tu vois la conversation. Je viens juste de voir. Ok. Oui, donc alors sur les parties oïdier ou mid-dusé, si vous en avez, si vous devez gérer ça, c'est clair que le tri à la vigne, même si on le dit, même si on l'encourage, c'est toujours compliqué. Donc en fait, c'est là où la gestion du pressoir, donc je reviens à ça, mais la gestion du chargement et la gestion du fractionnement des jus va être primordiale. Donc l'idée, ça va être quoi? Ça va être le jus d'égouttage, on va avoir tendance à en faire un petit peu plus. Pourquoi? Parce qu'il va falloir laver toutes les parties séchées liées à l'oïdium, ou bien un peu attaqué lié au mildiou si on a du mildiou ou si on a eu du mildiou. Après, derrière, la cuvée, moi, cette année, très honnêtement, je conseille dans ce cas-là de limiter la cuvée uniquement à la première serre. Parce que dès l'instant qu'on va rebêcher, dès l'instant qu'on va monter en pression, derrière, on va libérer des tanins verts qui ne sont pas propres. Et donc, je préfère sauver 25% de mon jus propre, nickel, plutôt que de vouloir absolument avoir 50% de cuvée dans mon volume et finalement devoir traiter la totalité de ma cuvée. Donc, l'idée, c'est de réduire la cuvée à uniquement la première serre. On va faire une cuvée B qui va être un petit peu plus large
qui va faire la deuxième, la troisième, éventuellement la quatrième, mais je dirais plutôt deuxième et troisième assemblée. Et ensuite, on aura un plus gros volume de taille. Mais l'idée, c'est plutôt de faire ça, en sachant qu'à chaque fois qu'on va avoir des vendanges oïdiers, très souvent, on va avoir beaucoup plus de polyphénol un peu vert. Donc, quand vous avez calé vos collages de clarification, alors ça va pas forcément plaire à ceux qui font du bio, mais ajouter 10 grammes, 15 grammes, voire 20 grammes de PVPP en plus de votre collage, c'est plutôt bien. Alors pour ceux qui sont en bio, ce sera plutôt d'aller sur un peu plus de colle de poisson, en plus de votre gélatine. Et là, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il faut aller sur des protéines animales plutôt que des protéines végétales, parce que les protéines végétales, à un moment, on est quand même, il faut dire les choses, limité dans l'efficacité. Donc là-dessus, autant j'aime beaucoup les protéines végétales pour travailler sur des cuvées propres, parce que ça me permet d'arrondir vraiment les tanins de milieu de bouche et c'est super, autant quand on est sur des vendanges difficiles. Certaines fois, on atteint certaines limites, surtout si on s'interdit d'utiliser de la PVPP. Donc voilà, la tendance est un petit peu ça. Est-ce que c'est OK pour toi, Jean-François? Une autre question sinon? Sinon, pour compléter, peut-être, sur ces vendanges difficiles, la question qu'il faut se poser, c'est toujours est-ce qu'il faut aller au bout des 66% de taux d'extraction ou bien des 150 kg pour un hecto? Ça, c'est quand même une question. Alors, c'est pas une question à soulever aujourd'hui, mais, parce que c'est aussi légal. Mais c'est vrai que les dans certaines fois, c'est quand même compliqué d'aller extraire jusqu'à la dernière goutte, quoi. Et la dernière goutte, souvent, elle va avoir tendance à diminuer qualitativement l'ensemble du volume déjà extrait auparavant. Donc voilà, il y a quand même des questions à se poser. Sur ce type de vendange, voilà, il faudrait pouvoir diminuer aussi les taux d'extraction plutôt que d'aller jusqu'à 150 kg pour un hecto. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à cette vendange? Moi, j'aurais quand même une question par rapport à vous. J'ai appelé quelques personnes la semaine dernière, donc j'ai pas eu beaucoup de retours pour le moment sur les débuts de vendange présumés. Moi, je pense j'ai quand même eu quelques informations. Donc, je me propose de venir lundi dans le Val-de-Loire. Donc, pour caler les programmes de pressurage, j'ai besoin d'un accueil de l'un ou de l'autre, ou des uns et des autres. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour me dire si vous commencez, par quoi vous commencez, et si vous souhaitez que je vienne travailler avec vous sur votre programme de pressurage. Programme que ensuite, comme c'est entendu, je transmettrai à Amandine, qui vous transmettra par la suite à vous tous, de façon à ce que vous puissiez caler vos programmes aussi de votre côté. Voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter, vous avez tous mes coordonnées. Pour qu'on en parle et pour qu'on puisse déterminer quelques points de chute de façon à avancer là-dessus. Il y a quelques retours déjà.
Est-ce que quelqu'un d'autre a une question en particulier? D'autres questions, on va clôturer la réunion. On ne t'entend plus, Amandine. Allô? Oui, Ah. s'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer la réunion. Du coup, ah si, juste, juste attends. Donc, Livin Sando, sur le sulfitage différé en QVB et taille. Oui. Alors, l'intérêt, enfin, l'idée de ce sulfitage différé, c'est quoi? C'est de provoquer, ou en tout cas de laisser le jus s'oxyder de lui-même, on va dire, donc sans provoquer l'oxydation, hein, mais on le laisse s'oxyder de lui-même, de façon à ce qu'une partie des polyphénols tombe d'eux-mêmes. Hein. Alors, je vous ai dit en séminaire hein, que moi, je préférais toujours travailler en réduction parce qu'en travaillant en réduction, bah, en fait, c'est nous qui gérons, on va dire, l'oxydation. Hein, voilà. Maintenant, quand on a trop de polyphénol, en fait, à chaque fois, on a toujours la solution entre soit j'élimine les polyphénols par un traitement, soit je les laisse s'oxyder pour qu'ils tombent d'eux-mêmes. Alors, si on les laisse s'oxyder, ils vont tomber, mais d'eux-mêmes, mais ils vont aussi provoquer une oxydation potentielle soit des arômes, soit on va laisser des quinones qui peuvent aussi oxyder les arômes par la suite. Donc, ça a un aspect négatif. Mais à chaque fois qu'on va travailler avec une colle X ou Y, de toute façon, la colle a aussi un effet négatif, on va dire. Donc, la question, c'est de savoir jusqu'où on va traiter ou jusqu'où le côté positif de travailler en réduction, mais lié à des effets négatifs liés aux produits de traitement utilisés, jusqu'où on peut aller. Et donc moi, c'est quelque chose qui s'essaye, qui se teste. Et aujourd'hui, clairement, si je dois utiliser 100 grammes hecto de charbon pour décolorer, vu l'effet du charbon aussi sur la moussabilité, sans parler de son effet sur les précurseurs aromatiques ou sur les arômes, finalement, je préfère laisser mon vin, enfin mon jus, s'oxyder partiellement pour, au lieu de traiter à 100 grammes, traiter qu'à 50. L'idée, c'est ça. Et donc, l'idée du sulfitage différé, c'est au lieu d'apporter les 5-6 grammes de SO2 sous le pressoir, on attend que le pressoir soit fini de couler, voire même on attend la fin de la journée, si on fait 3-4 pressoirs dans la journée, et on ne sulfite qu'à ce moment-là. Ce qui fait que nécessairement, on aura créé des quinones qui elles-mêmes vont oxyder les polyphénols, etc. Et donc, et on traite cette oxydation, on ne traite plus le polyphénol oxydable, mais on traite le polyphénol oxydé. Et donc, voilà, c'est ça un petit peu l'idée. C'est même ça complètement l'idée, c'est de laisser le vin, le jus un petit peu s'oxyder. Il y a une limite à la chose et il y a une précaution importante à prendre par rapport à ça, c'est que si vous laissez le jus s'oxyder, vous laissez aussi les micro-organismes se développer. Donc, si vous faites ce genre de choses, cela s'accompagne obligatoirement d'une désinfection de votre cuve de réception de jus, de vos tuyaux, de votre pompe, etc., pour vous assurer que le lendemain, quand vous allez repartir de nouveau le lendemain, vous repartiez sur quelque chose de propre. Parce que le souci, c'est pas forcément le premier jour, ça va être le deuxième, le troisième, le quatrième jour avec les températures qu'il fait. Si vous donnez simplement un coup d'eau à votre cuve, votre cuve de réception en disant voilà, tout va bien, cette cuve restera chargée de levures et bactéries indigènes et au bout de 3 jours, en fait, vous ne pourrez plus faire de débourbage parce que ce sera parti en fermentation avant que vous
fassiez le débourbage, quoi. Hein, donc là-dessus, je vous mets juste en garde là-dessus quand même. Si vous faites du sulfitage différé, ça peut être intéressant, mais il y a une limite à la chose. C'est que si vous allez là-dessus, il faut impérativement désinfecter vos cuves après débourbage, de façon à pouvoir repartir le lendemain sur une cuve propre et nette, saine. Hein, voilà, donc ça, soyez très attentifs à ça. Ça me permet de parler que le pressoir ne se lave pas que à l'eau. Le pressoir, je vous rappelle, c'est le premier pied de cuve de la cave. Et avec des vendanges à 30 degrés et plus, ça peut avoir des conséquences très rapides. Donc, voilà, n'hésitez pas réellement donc à désinfecter votre pressoir au minimum tous les 2 jours. Voilà, c'est le minimum. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quelle utilisation du froid à la réception, débourbage et fermentation alcoolique? Alors, l'utilisation du froid est surtout en cas de vendange chaude, hein, c'est quelque chose de nécessaire, de primordial. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. Simplement, il faut le faire à bon escient. Hein. Je vous rappelle que l'activité enzymatique diminue avec la température. Hein, donc ça, c'est quelque chose dont on a parlé en séminaire. Hein, les préparations enzymatiques ont une très bonne activité pectinasique entre 15 et 20 degrés. En dessous de 15 degrés, ça a tendance à diminuer très rapidement. L'activité enzymatique, c'est minimum 2 heures. Donc, avant de baisser la température, comme certains le font, à 10 degrés, voire en dessous, attendez bien d'avoir ce temps de 2 heures d'activité après ajout des enzymes, de façon à pouvoir vous assurer d'une bonne dépectinisation. Hein. Je vous ai dit, il y a pas mal de pectines neutres cette année. Les pectines neutres, c'est beaucoup plus difficile à précipiter. Donc, si vous voulez avoir effectivement des clarifications correctes autour de 50 NTU, il faut bien attendre que vos enzymes aient fait effet. Après ces 2 heures, vous pouvez baisser la température à 10 degrés, voire en dessous. Ça accélérera la partie sédimentation de vos bourbes. Ça vous permettra aussi d'avoir une interface bourbe-jus beaucoup plus claire, beaucoup plus nette. Également, ça diminuera aussi la multiplication levures, bactéries indigènes. Donc, c'est quelque chose de tout à fait positif. Après, durant la alors, c'est vrai que si on est bas en température au moment du débourbage, je vous rappelle que si on est au moment de l'ensemencement levurien, il faut éviter les chocs thermiques. Choc thermique, c'est delta de température inférieur, il faut être inférieur à 5 degrés. Si vous êtes supérieur à un delta de 5 degrés, les levures n'aiment pas du tout. Donc, faites bien votre réhydratation de levure. Mais quand votre levure est réhydratée, mise en activité, utilisez bien des paliers d'acclimatation à la température par 5 degrés, de façon à amener votre pied de cuve ou votre réhydratation, votre petit pied de cuve, pour l'amener au maximum avec un delta maximum de 5 degrés par rapport à votre jus. Donc si vous êtes à 10 degrés, votre réactivation ne doit pas être à plus que 15 degrés
avant de l'inoculer. Donc, faites bien attention à ça. Tous les ans, il y a des fermentations alcooliques qui traînent, qui tardent à démarrer pour cette raison-là, hein, parce qu'on n'a pas respecté cette bonne pratique œnologique du choc thermique là, hein. Donc ça, c'est quelque chose à faire attention. Après, au niveau de la fermentation, Amandine, simplement, moi, une fermentation à 18 degrés, aujourd'hui, me satisfait complètement, quoi. Je veux dire, on peut descendre à 16 degrés, mais à un moment, qualitativement, ça coûte plus cher et ça apporte pas en frigorie et ça apporte pas forcément grand-chose derrière, quoi. Donc, en tout cas, je parle là-dessus par rapport au vin de base, quoi. Liv avait une dernière question sur Je la vois la pas. conversation. Concernant le refroidissement des mous, si on travaille en levure indigène par rapport aux levures du commerce, est-ce qu'il y a une distinction? Alors, par rapport aux levures indigènes et par rapport, donc moi, aux levures indigènes, hein, ce que je vous ai dit tous déjà, c'est de travailler plutôt via des pieds de cuve que via que simplement à laisser partir, quoi. Parce que laisser partir, en fait, on ne sait pas ce qui va partir. Au moins un pied de cuve, on peut le gérer. Donc l'idée du pied de cuve, c'est quoi? C'est 4 jours, 5 jours avant la récolte de la parcelle qu'on veut faire en levure indigène. C'est de pouvoir récolter un petit volume et ce petit volume de l'élever de façon à favoriser le développement des levures positives vis-à-vis des levures soit négatives, soit des bactéries qui nous apporteront pas toujours des choses positives. Donc l'idée je vous encourage à retourner un petit peu sur le protocole dont on avait parlé pendant les séminaires. C'est d'aller travailler sur la capacité des levures à se multiplier. Donc c'est apporter un peu de vitamine B1, l'azote, normalement, comme je disais, a priori, il y en a suffisamment. Par contre, c'est aussi de travailler sur la limitation de la multiplication des bactéries. Donc, c'est plutôt d'aller acidifier éventuellement pour baisser un peu le pH. Vous savez que plus le pH est bas, plus les bactéries ont du mal à se multiplier. Donc, c'est de travailler là-dessus de façon à s'assurer qu'on ait un pied de cuve qui soit propre, hein. Donc, on laisse notre pied de cuve autour de 18 degrés. Parce que si vous montez trop la température, en fait, vous allez favoriser aussi les levures par rapport aux bactéries. Vous allez favoriser les bactéries, je veux dire, par rapport aux levures. Donc l'idée, c'est de vous mettre les levures dans les meilleures conditions possibles pour qu'elles se multiplient et mettre les bactéries dans les conditions les moins favorables possibles pour qu'elles se multiplient le moins possible. Et après, c'est une course contre la montre. Mais en tout cas, moi, je vous encourage à passer par des étapes de pied de cuve plutôt qu'à une technique de laisser faire, parce que le laisser faire, on se retrouve avec notre volume complet qui potentiellement va fermenter positivement, mais potentiellement peut aussi fermenter négativement. Donc l'idée, c'est quand même d'aller sur quelque chose un petit peu maîtrisé. Je vous rappelle juste une chose, c'est qu'on fait des créments et que quand la prise de mousse a quelque chose de fantastique, c'est qu'elle met en valeur la totalité des arômes. Donc quand ils sont bien, c'est parfait. Quand ils sont pas 100% propres, ça devient vite compliqué. Donc je vous encourage vraiment à travailler plutôt sur le propre, et y compris en levure indigène si c'est votre choix. Donc on peut refroidir les mous avec des levures indigènes, ça pose pas de difficulté. Oui, Je crois que c'est là. on peut refroidir. L'idée, c'est même intéressant, c'est de clarifier les jus, de refroidir les jus en attendant de les ensemencer en levure indigène, mais après, derrière, le protocole d'ensemencement, en fait, c'est exactement le même, hein, entre les levures indigènes et les levures sélectionnées.
c'est exactement le même protocole. C'est que le pied de cuve indigène va aussi souffrir si on lui inflige un choc thermique supérieur à 5 degrés. Hein, donc les levures sélectionnées, hein, au départ, ce sont des levures indigènes. Donc, c'est pas parce qu'elles sont en paquet qu'elles résistent mieux ou moins bien au choc thermique. Hein. Donc, on peut utiliser tout à fait du froid aussi en levure indigène, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça a l'air d'être bon. Ok. Et bien, du coup, on va clôturer la réunion. Ensuite, la prochaine étape, donc, ce sera de vous diffuser les programmes de pressurage type pour que vous puissiez les utiliser. Également, pour information, ce webinaire est enregistré et donc sera rediffusé à tous les producteurs de créments de Loire et sera disponible, sauf erreur, Charlotte, sur le site de Techniloire. Je vous confirme que ça sera. On devrait pouvoir le mettre en ligne sur Techniloire. Donc vous pouvez le reconsulter si vous avez si vous avez oublié certains éléments. Dans tous les cas, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire et donc à toi, Nicolas, pour ces derniers conseils. Mais je vous en prie, je suis à votre disposition. Vous avez mes coordonnées, vous pouvez m'appeler sans aucun problème. Ou bien m'envoyer des mails, c'est peut-être, ou WhatsApp, c'est peut-être le plus simple parce que c'est vrai qu'il n'y a pas du réseau partout et je ne suis pas toujours à 100% disponible. Cela étant dit, dans la soirée ou le lendemain matin ou plus tard, je m'efforce de répondre. Donc n'hésitez pas à m'appeler dans ce sens-là. Donc comme je vous ai dit, la semaine prochaine, je vais me bloquer donc la semaine sur Val-de-Loire et donc je vais contacter les uns ou les autres hein, pour justement pouvoir rapidement faire des programmes et, de façon à ce que Amandine puisse vous les transférer. J'essaierai dans la mesure du possible de faire comme l'année dernière, c'est-à-dire de faire des programmes adaptés par type de pressoir, puisque tous les pressoirs ne se programment pas de la même façon. Donc j'essaierai, tant que c'est possible, d'adapter les programmes à la fois pour que le pressoir soit rouge, jaune, vert ou bleu, de façon, voilà, comme ça, tout le monde pourra utiliser cette ressource que la Fédération des vins met à votre disposition. Voilà. Très bien. Eh ben, merci à tous. Et puis, il me reste à vous souhaiter du coup de bonnes vendanges et bon courage. Bonne soirée à tous et puis bonne soirée. Bonne soirée, à bientôt. Au revoir.